Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première revue de presse de l'année. À partir de maintenant, chaque dimanche, on aura une petite revue de presse des actualités qui ont marqué le continent africain. Et cette semaine, nous allons directement démarrer avec les tirs nourris au Tchad. On peut interpréter qu'est-ce qui s'est passé au Tchad. Nous allons parler également de la présidentielle en Côte d'Ivoire. On va voir un peu les déclarations, les dernières actualités sur la présidentielle en Côte d'Ivoire. Et nous allons également faire un tour au Bénin, notamment par rapport à aux tensions qu'il y a entre le Bénin et le Niger. Et nous allons finir aussi par la tension ou la bataille juridique qui se passe entre Apple et la République démocratique du Congo. C'est parti. Nous allons commencer notre point de l'actualité par la Côte d'Ivoire où déjà la présidentielle du 25 octobre 2025 est presque sur toutes les lèvres. Et pour cette présidentielle de 2025, la question la plus importante pour le moment, ou la question qui fait que les Ivoiriens n'arrivent presque pas à dormir, c'est est-ce que le président Alassane Ouattara va être candidat à l'élection de 2025. Pour le moment, on n'en sait toujours rien. Il n'a pas fait de déclaration officielle, mais il y a pas mal de choses qu'on peut déjà analyser. Déjà, son discours du Nouvel An avait déjà mis un peu la puce à l'oreille à certains observateurs. Et là, à la cérémonie traditionnelle où il présente les vœux au corps diplomatique, il a affirmé qu'il n'a pas pris de décision, mais il est en bonne santé et est toujours prêt à servir son pays. Pour moi, pour ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps, on est quasiment unanime sur le fait qu'il va se présenter. Ce n'est pas possible que le RHDP, parti au pouvoir, se dise à 10 mois de la présidentielle ou à 9 mois de la présidentielle, venir annoncer une nouvelle personne en tant que candidat du parti. Une élection, ça se prépare en quoi? En un an, 2 ans. Déjà, vous vous souvenez avec l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui est malheureusement décédé. Lui, son annonce avait été faite vraiment longtemps avant la présidentielle. Et donc pour moi, il y a pas de doute, le président Alassane Ouattara sera candidat, même si il le dit, il est toujours en bonne santé, il n'a pas pris de décision pour moi c'est clair. Et la preuve en est qu'il a rappelé l'ancien Premier ministre Patrick Hachi au poste de conseiller de la présidence. Il a rappelé, pour moi, hein, c'est vraiment pour mener campagne. Vous pouvez me dire votre avis dans les commentaires. C'est pas pour le mettre en tant que candidat à la présidentielle. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette actu-là en commentaire. Il y a un autre point, si on veut parler également de l'actualité des anciens présidents, il y a le président Laurent Gbagbo qui, euh, qui lui, n'a pas fait de déclaration ces derniers temps, bon, même s'il a eu une déclaration importante. Mais moi, ce qui a attiré mon attention aujourd'hui, c'est la déclaration de sa femme Nadi Gbagbo, qui, pour moi, prend énormément de place. Ce n'est pas forcément mauvais, mais pour moi, ça dépeint une chose, c'est que le président Laurent Gbagbo n'est pas forcément en pleine forme ou n'est pas forcément en conditions pour pouvoir faire de grandes campagnes parce qu'elle a rencontré pas mal de partis ou d'associations qui sont proches du président Laurent Gbagbo et elle a fait plusieurs déclarations fortes pour dire oui, le président Laurent Gbagbo est en bonne santé. S'il a une démarche assez lente en ce moment, c'est surtout dû aux séquelles de sa détention à Korogu, ce qui est intéressant. Mais pour moi, elle prend énormément de place et ça montre que le président Laurent Gbagbo veut vraiment s'appuyer sur elle pour la présidentielle. Mais pour moi, dans un autre sens, ça montre aussi un peu de fragilité. Mais après, vous pouvez me dire ce que vous en pensez de la place que prend Nadi Bamba au sein de la politique ivoirienne. Et pour clôturer sur le dossier de la présidentielle en 2025, il y a l'ancien Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, qui lui a déclaré qu'il serait candidat à l'élection présidentielle. Par contre, un peu comme Laurent Gbagbo, on ne sait pas s'ils seront vraiment candidats puisqu'ils ont des poursuites judiciaires contre eux. Et à ce propos, Madame Nadi Gbagbo a déclaré que la candidature du président Laurent Gbagbo, quel lapsus, ne dépend pas forcément de la CEI, ni du président Alassane Ouattara, ni du parti au pouvoir, mais du peuple. Et donc, franchement, cette présidentielle-là s'annonce assez intéressante tout en espérant qu'il y ait la paix et que ça se passe dans de bonnes conditions. Pour notre deuxième actualité, on va faire un tour au niveau du Bénin où nos très chers voisins ont connu une situation assez triste. Une attaque djihadiste a touché le pays, dans le nord du pays, et cette attaque-là a fait 28 morts. Mais de l'autre côté aussi, les djihadistes ont perdu 70 personnes selon les autorités du pays. Et dans cette attaque, il y a plusieurs choses à retenir. Déjà, les autorités béninoises n'ont pas forcément une réaction
une bonne réaction par rapport à cette attaque-là. Il n'y a pas forcément de communiqué ou de période de tristesse parce que cette attaque a eu lieu dans une zone qui est censée être protégée par les forces armées. L'armée béninoise a déployé 3000 hommes au niveau de sa frontière nord pour vraiment la protéger des attaques djihadistes. Et, euh, et voilà, franchement, les 28 morts, nous donnons nos sincères condoléances aux familles attristées. Et l'autre analyse qu'on peut faire, c'est que cette attaque intervient dans un contexte de tension diplomatique avec le Niger, le Burkina ou le Mali, où ces pays-là ont affirmé que le Bénin servait de base arrière pour les terroristes qui veulent attaquer le Niger, le Bénin, le Niger, le Burkina et le Mali. Moi, ce qui me touche ou ce qui est paradoxal dans cette affaire-là, c'est que pendant que nos présidents de transition où les autorités diplomatiques sont en train de se chamailler sur qui essaie de nous attaquer, bien les terroristes, ils avancent, ils font des attaques et ils tuent des personnes qui en vrai n'ont rien à voir dans ces querelles-là. Je pense que cette attaque-là devrait porter tout le monde à réfléchir sur ce qu'on veut vraiment pour nos pays. Parce que c'est pas possible que des djihadistes qui sont des ennemis communs à tous, hein, le Niger, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Burkina, on a tous comme ennemis communs le djihadisme, le terrorisme. Donc pourquoi au lieu de se quereller, on n'essaie pas de s'unir pour essayer de combattre ces atrocités-là? Parce que pendant que c'est en train de fermer des frontières, de s'attaquer, de s'attaquer sur la scène des médias et tout, ben, les populations souffrent parce que, comme vous le savez, les frontières en Afrique de l'Ouest ne sont pas forcément comme on le pense. Ce sont des frontières qui permettent aux gens d'aller ailleurs, faire des achats, revenir et tout. Mais quand il y a ces querelles, les gens ne peuvent pas circuler librement. Les djihadistes profitent pour faire des attaques parce que les pays ne sont pas unis, ne coopèrent pas sur le plan militaire. Et vraiment, c'est très dommage. Dans tous les cas, j'espère que la situation va s'arranger et que, comme on l'a dit tout à l'heure, les personnes qui souffrent, les populations, puissent s'en sortir face à cette situation grave. Pour cette troisième actualité, nous allons nous rendre en République démocratique du Congo où se passe une bataille juridique entre Apple et la République démocratique du Congo au niveau des minerais. La République démocratique du Congo a déposé une plainte en France et en Belgique contre les filiales de Apple pour recel de crimes de guerre, blanchiment de faux et tromperie des consommateurs. Après ce dépôt de plainte, Apple a annoncé avoir suspendu ses approvisionnements en minerais en provenance de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Et déjà, il y a un point ici, c'est pourquoi on parle du Rwanda alors que c'est la République démocratique du Congo. Eh bien, comme vous le savez, il y a des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo au niveau de l'Est de la RDC parce qu'ils s'accusent mutuellement de soutenir des forces armées qui déstabilisent leur pays. Et à travers cette guerre-là, plusieurs multinationales, plusieurs entreprises internationales profitent de la situation bizarre dans ces deux pays-là, surtout dans la République démocratique du Congo, pour s'approvisionner en minerais pour fabriquer leur matériel. Donc l'iPhone que j'utilise par exemple pour filmer cette vidéo ou vos ordinateurs portables. Eh bien, plusieurs fois, la République démocratique du Congo, déjà en juin 2024, avait demandé à Apple ou à d'autres entreprises d'arrêter de s'approvisionner, d'arrêter de profiter de la situation. Eh bien, il n'y avait pas eu d'action. Et en fait, Apple a dit que récemment, après le dépôt de plainte, a dit qu'ils avaient mis fin à leur approvisionnement dans ces deux pays-là. Sauf que dans leur communiqué, ils n'ont pas donné de date à laquelle ils ont arrêté. Donc on ne peut pas savoir. On ne sait pas si c'est après le dépôt de plainte, avant ou peu importe la période, on ne sait pas. Et donc ça déjà, ça crée un problème. Et moi, je trouve que c'est intéressant, surtout dans le contexte actuel où l'ONU a publié un dernier rapport qui parle de la situation de la République démocratique du Congo, où l'ONU accable ouvertement le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 qui déstabilisent la région. Et à travers cette déclaration, le Rwanda a évidemment démenti en affirmant que c'est le FDLR, les forces qui ont été créées par des anciens génocidaires au Rwanda qui déstabilisent le Rwanda et donc eux ils ne font que se défendre. Alors que l'ONU a affirmé qu'ils ont vu des soldats rwandais avec des armes de haute qualité s'attaquer à plusieurs choses. En tout cas, on verra ce que va devenir cette enquête-là, cette plainte proposée par
par la République démocratique du Congo. On verra la réponse d'Apple. On verra si vraiment Apple va vraiment tenir ses engagements et qu'il y a une enquête indépendante qui va être menée pour s'assurer que vraiment Apple a arrêté de s'approvisionner au Rwanda et en République démocratique du Congo. Et on verra ce que ça va donner pour la suite. Je vous tiendrai au courant. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on va terminer notre point de l'actualité au Tchad où il y a eu une attaque contre le palais présidentiel. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le 8 janvier dernier, des tirs d'armes automatiques ont résonné dans la capitale N'Djamena. Et pour vous dire, à première vue de cette actualité-là, je me suis dit peut-être qu'il y a eu un coup d'État au Niger, au Tchad, pardon, ce 8 janvier-là. Et après, au fur et à mesure que la situation avançait et au fur et à mesure des actualités qu'on a vues, on s'est rendu compte qu'en vrai, c'était pas un coup d'État, mais peut-être des jeunes armés. Et je vais vous mettre la vidéo là, vous pouvez la voir en ce moment, où on voit des jeunes armés venir attaquer le palais présidentiel. Eh bien, c'était pas un coup d'État puisque c'était pas des soldats. Ils n'avaient pas d'armes lourdes et tout. C'était armé de couteaux. Et donc, ces personnes-là sont venues attaquer le palais présidentiel à N'Djamena. Et on a cru à un moment donné que c'était une attaque terroriste portée par Boko Haram, qui est évidemment dans la région. Mais malheureusement, il n'y a pas eu, c'était pas le cas. C'était des jeunes qui sont venus, peut-être parce qu'ils étaient énervés contre le pouvoir en place. Eh bien, ils étaient au nombre de 25 et apparemment 18 de ces personnes-là, 18 de ces jeunes-là ont perdu la vie. La situation est sous contrôle et ce qui est quand même lunaire, c'est que vers 19h45, je cite l'article, vers 19h45, un commando a tenté de pénétrer dans l'enceinte de la présidence, déclenchant la riposte des forces de sécurité. Sur les 24 assaillants, 18 auraient été tués, selon les autorités. Et un truc intéressant, c'est au cœur de la nuit, le ministre tchadien des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement est apparu dans une vidéo sur les réseaux sociaux, pistolet sur la hanche pour affirmer que la situation était désormais sous contrôle. C'est quand même lunaire que un ministre vienne avec pistolet sur la hanche. Après, c'est un pouvoir militaire, donc c'est peut-être pour ça, mais bon, c'est une scène qui me choque un peu. Voilà, c'est un peu ça. Et on peut dire aussi, on peut parler un peu de la situation internationale du Tchad où récemment, ils ont dit que les forces françaises doivent quitter le Tchad. Et évidemment, ils ont quitté, les derniers militaires français ont quitté le Tchad récemment. C'est un peu bizarre, je ne vais pas rentrer dans le complotisme, mais c'est un peu bizarre que quelques temps après ces annonces-là, les forces françaises quittent le Niger, le Tchad et il y a ces attaques, même s'il n'y a pas forcément de lien. Voilà. Voilà un peu le point, la revue de presse des actualités qui m'ont marqué cette semaine sur le continent africain. N'hésitez pas à me dire quelle actualité vous a le plus marqué, qu'est-ce que vous en pensez, et en termes d'engagement, likez, partagez pour ne rien manquer sur le continent africain. Merci.